Donc, dans les cours précédents, on a examiné certaines des attaques courantes contre les mots de passe et les systèmes d'authentification. On a également examiné ce qui rend un mot de passe faible ou fort. Maintenant, on va voir les étapes supplémentaires en fait pour améliorer votre sécurité de votre mot de passe grâce à l'utilisation de gestionnaire de mots de passe et l'authentification multifacteur, ce qu'on appelle le MFA ou le 2FA ou le 3FA, un double authentification, triple authentification. Donc ça va aller plutôt vite. Il y a plus grand-chose à dire, c'est vraiment de la théorie. Mais encore une fois, ces cours sont basés pour les néophytes. Si ça peut vous aider au quotidien, si vous n'êtes pas informaticien, si vous ne vous intéressez pas au monde de la cybersécurité, du hacking, c'est peut-être fait pour vous. Donc le Multi-Factor Authentication ou MFA, c'est un terme utilisé pour décrire tout le processus d'authentification où vous avez besoin de plus d'une chose pour vous connecter, tout simplement. L'exemple le plus courant, c'est ce quand vous rentrez un mot de passe d'un compte et qu'on vous demande un compte à 6 chiffres qui est envoyé à votre téléphone. Il expire généralement après une quinzaine de minutes. Ce deuxième facteur d'authentification est appelé One Time Password ou TOTP parce que on dit Time One Time Password, c'est-à-dire au bout d'un certain temps, le mot de passe expire, hein. C'est l'un des deux facteurs les plus couramment pardon, utilisés sur Internet. Donc, trois facteurs d'authentification, ça existe aussi, hein, qui peuvent être pris en compte. C'est du multifacteur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Généralement, on va avoir une carte à puce, un TOTP ou un token, comme on l'appelle, un authentificateur matériel, comme le YubiKey, que je vous mettrai en description. Et vous avez peut-être vu, votre banque vous demande d'insérer votre carte dans un lecteur et d'entrer votre code PIN avant de permettre l'accès au service bancaire. Bah, c'est le même principe. Il y a deux authentifications. D'abord avec votre carte et la puce qu'il y a dessus, et ensuite votre code PIN à 4 chiffres. Ensuite, quelque chose que vous connaissez, ça peut être, par exemple, un mot de passe ou une passphrase, comme on l'a vu, et quelque chose que vous êtes, qui vous concerne, c'est-à-dire des données biométriques telles qu'une empreinte digitale ou un balayage de votre iris. Donc une authentification idéale utilise ces trois éléments. Par exemple, il peut nécessiter un mot de passe, une carte à puce, une empreinte digitale avant de permettre à l'utilisateur d'accéder au système. Malheureusement, la plupart des individus n'ont pas accès à un lecteur de carte à puce, un authentificateur matériel coûteux, par exemple la YubiKey, ou un scanner d'empreinte digitale. Ils ont accès par contre à un smartphone qui peut être utilisé pour recevoir ou accéder à des mots de passe à usage unique basés sur le temps. En tant que tel, l'authentification multifacteur mobile est l'une des méthodes d'authentification multifacteur les plus courantes mises en œuvre pour un usage personnel. Bien qu'elle ne soit pas idéale, le deux facteurs vaut mieux qu'un. Pardon. Donc, techniquement, voilà, hein, vous vous connectez sur Facebook dans votre navigateur sur votre ordinateur. Facebook sait que vous avez l'application également installée sur votre téléphone. Elle va dire, écoute, tu rentres ce code que je te donne dans ton navigateur web sur ton ordi, tu vas nous le rentrer dans l'application Facebook et c'est l'application Facebook qui va générer un autre code que tu vas rentrer cette fois-ci sur ton ordinateur. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Donc vous devez toujours activer l'authentification multifacteur lorsqu'elle est disponible. Ça signifie qu'un attaquant doit obtenir plus d'un facteur s'il souhaite compromettre l'un de vos comptes. Donc, encore une fois, le mot de passe, votre numéro de téléphone, intercepter les messages textes, c'est pas impossible, mais ça va être beaucoup plus compliqué, hein. Donc vous y voyez un tracas inutile, vous n'avez pas envie de donner votre mot de passe, mais je peux vous assurer que ça en vaut le coup, hein. C'est la sécurité supplémentaire et c'est à ce prix. De toute façon, votre numéro de téléphone, on pourra le récupérer par d'autres moyens. D'accord? Malheureusement, l'authentification TOTP est basée sur les SMS, ce qui est généralement utilisé. Alors, c'est sécurisé, mais il existe des cas d'attaque parvenant à rediriger les textes d'une victime sans difficulté excessive, hein. On peut tout à fait intercepter vos SMS avant que vous les utilisiez. Donc, si c'est pas les SMS, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on a des mots de passe à usage unique basés sur le temps, qui reste la forme la plus accessible d'authentification à deux facteurs, hein, pour les utilisateurs, mais vous pouvez aussi les générer vous-même, hein. On a des services d'application d'authentification MFA qui vont, par exemple, générer un code QR code avec une clé secrète qui vous seront présentées. Vous allez pouvoir la scanner ou les importer dans des applications telles que OT, AUTHY ou Google Authenticator, hein, sur Android ou iOS. Une fois que vous avez ajouté votre clé secrète
pour l'application. Ces applications peuvent générer des codes TOTP entièrement sur votre appareil, sans nécessiter de connectivité réseau ou de SMS interceptables. D'accord? Donc là, on va parler de quelques gestionnaires de mots de passe et la génération de mots de passe forts. Donc comme je vous le disais, hein, plus vos mots de passe sont sécurisés, plus ce sont simplement de longues chaînes de caractères, de chiffres, de symboles complètement aléatoires. Mais vous le savez, c'est extrêmement difficile à mémoriser. En effet, mémoriser un mot de passe à 60 chiffres générés aléatoirement pour chaque compte en ligne est tout simplement pas réalisable pour la plupart des gens, à moins d'avoir une mémoire absolue. Donc, on va utiliser des gestionnaires de mots de passe. Je vais vous en citer quelques-uns. Regardez éventuellement si votre antivirus n'en fournit pas. Vous faites ce que vous voulez. Certains stockeront sur votre ordinateur, d'autres stockeront tout simplement en ligne. Donc au niveau le plus élémentaire, les gestionnaires de mots de passe fournissent un espace sûr pour stocker vos mots de passe. Ils stockent les mots de passe dans des coffres forts, comme on les appelle, et c'est chiffré, soit localement sur votre appareil, soit en tant que service en ligne, donc sur le cloud. Et vous pouvez récupérer vos mots de passe à partir de n'importe quel appareil. Ces coffres forts accessibles à l'aide d'un mot de passe principal, c'est le seul mot de passe dont vous aurez besoin et que vous aurez à vous souvenir, va vous permettre, avec d'autres peut-être données biométriques telles qu'une empreinte digitale, pouvoir accéder à l'ensemble des mots de passe. Ok? Donc, gestionnaire de mots de passe, ils vont gérer et créer, générer les mots de passe à votre place. D'accord? Ça permet, euh, c'est extrêmement utile. Donc, certains nécessitent un abonnement payant, d'autres sont gratuits, et les fonctionnalités, la convivialité vaut vraiment le coup, hein. Naturellement, les offres payantes sont les plus sympathiques, j'ai envie de dire. Mais surtout, ça permet d'avoir des mots extrêmement costauds. Donc, les gestionnaires de mots de passe les plus complets incluent généralement une gamme de fonctionnalités supplémentaires telles que le stockage ou d'autres types de données, des images, des fichiers, le remplissage automatique des mots de passe pour d'autres services et la génération sécurisée de mots de passe. Typiquement sur Android, sur iPhone, vous avez nativement la possibilité de le faire. Avec ces fonctionnalités disponibles, eh ben, ça veut dire que vous pouvez générer des mots de passe très forts, les stocker automatiquement, puis avoir le mot de passe entrer de manière transparente lorsque vous vous connectez à une application. Donc là, on voit la facilité déconcertante et c'est vraiment une bonne chose, hein. Sinon, vous vous passez de ça et il va falloir galérer avec une liste de mots de passe et ils seront pas forcément sûrs, hein. Donc encore une fois, c'est quand même la meilleure solution qu'on ait trouvée, ce sont les gestionnaires de mots de passe. Donc c'est vraiment un moyen recommandé pour l'authentification de vos comptes. Après, vous faites comme vous voulez, encore une fois, mais grâce à un seul mot de passe principal, on, assurez-vous qu'il soit solide, naturellement, vous pourrez accéder à tous les autres. D'accord? Donc je vous mettrai des ressources, je vous mettrai un article aussi pour vous montrer comment on peut intercepter des SMS. C'est pas non plus besoin d'être la NSA, ça peut se faire si on sait comment faire, encore une fois. Et on a différents, on en a un paquet hein, de gestionnaires de mots de passe, mais on a Bitwarden, KeePass, LastPass, OnePassword. Pareil, je vous mettrai les liens. Maintenant, on va voir pourquoi, dès que vous êtes sur un réseau public, donc Wi-Fi, il faut absolument que vous chiffrez vos données, hein. Utilisez un VPN hein, pour ce faire. Vous avez des solutions gratuites, des solutions payantes. N'oubliez pas que si vous avez un VPN gratuit, rien n'empêche de vendre vos données, hein, puisque vous allez passer cette fois-ci par le DNS du VPN et plus celui de votre fournisseur d'accès Internet. Mais pourquoi techniquement c'est dangereux, hein, alors que on est tout content quand on découvre un réseau Wi-Fi gratuit. On va pouvoir s'y connecter. Oui, mais attention, ça peut être vraiment à double tranchant. Donc Internet joue un rôle gargantuesque hein, dans la vie moderne, la plupart des gens étant connectés d'une manière ou d'une autre, pratiquement constamment. Donc la plupart des espaces publics, cafés, restaurants, transports en commun sont également équipés du Wi-Fi public pour permettre aux gens de rattraper leur retard sur leur courrier électronique et peut-être jouer aux derniers jeux mobiles qui rencontrent un succès. Donc beaucoup de gens ne réalisent pas que être sur un Wi-Fi public, ça peut s'avérer extrêmement dangereux. Donc c'est pratique, mais pour un attaquant, c'est aussi extrêmement pratique. Ok? Les possibilités idéales d'attaquer les appareils d'autres utilisateurs ou simplement intercepter et enregistrer le trafic, on va
sniffer les paquets et voler les informations sensibles. Ok? Donc ça permet d'exploiter à ce que les gens ne s'attendent pas à voir sur un réseau public et on va pouvoir créer son propre réseau, surveiller le trafic de tous ceux qui s'y connectent. C'est ce qu'on appelle une attaque de l'homme du milieu. C'est extrêmement facile à réaliser. D'accord? Et vous allez vous connecter à un réseau et ça se trouve, c'est celui de l'attaquant qui va lui-même vous connecter grâce à l'attaque de l'homme du milieu au site web qui n'utilise pas de connexion chiffrée et il va pouvoir extraire vos informations d'identification du trafic réseau et les utiliser pour se connecter à votre compte, hein, pour lui-même. Donc encore une fois, on peut faire des attaques de downgrade, hein, on va faire croire que quoi? À ton navigateur web que le Transport Layer Security, le TLS, SSL est activé, alors qu'en fait, les communications ne sont pas du tout chiffrées. D'accord? Donc tu dois encapsuler l'ensemble des informations que tu envoies, que tu reçois via du VPN, ok, ou un VPS. Donc voilà, ça c'est vraiment nécessaire, c'est utiliser le VPN, d'accord? Donc encore une fois, payant, gratuit, le Virtual Private Network va chiffrer tout le trafic sortant et rentrant de ta machine, rendant toutes les techniques d'interception inutiles, car les données interceptées ressembleront simplement à du charabia, elles seront chiffrées. Tu peux héberger ton propre serveur VPN à la maison, d'accord? Mais généralement, on préfère payer une solution commerciale, gratuite ou payante en ligne. Les VPN gratuits ont tendance à ne pas fournir la meilleure sécurité et récoltent souvent vos données elles-mêmes pour réaliser un profit. Cela dit, le prix d'un bon VPN en vaut la peine pour la sécurité accrue lors de l'exploitation sur des réseaux non fiables. Il existe de nombreuses options. Je ne peux que vous encourager vers ProtonVPN ou Mulvad VPN, hein, pour ne citer que, ou toutes les pubs que vous voyez constamment sur YouTube, hein. Après, à vous de voir où, dans quel panier vous voulez mettre vos œufs. ProtonVPN, je l'aime beaucoup, même si on a vu que la police suisse, hein, communique facilement avec la police française. On l'a vu dernièrement. Ils ont arrêté des activistes, des écolos, et pas que, j'ai envie de dire. Donc, mais Proton, l'avantage, c'est que on rebondit avec trois serveurs VPN. Vous n'avez pas qu'un serveur de sortie, vous avez aussi deux relais entre. Et après, vous pouvez coupler avec du Tor, Tor en sortie, VPN en entrée, ou VPN en sortie, ensuite les points, les réseaux Tor. Vous pouvez ajouter encore une chaîne de proxy chain, hein, de serveurs mandataires, pour complexifier encore une fois, qu'est-ce que vous voulez faire? Être à peu près furtif, sortir d'un pays qui vous espionne, vous vivez dans une dictature, ou vous voulez lancer une cyberattaque vers un État-nation. D'accord? Tout ça, c'est pas le même degré de menace, c'est pas le même degré de sophistication au niveau de la connexion. D'accord? Mais vous pouvez tout à fait coupler ces technologies. Donc le fameux cadenas TLS, hein, vous savez qu'on utilise le HTTPS, c'est l'Hypertext Transfer Protocol Secure qu'on appelle DLS. Vous avez le petit cadenas, ça veut dire que le site l'utilise, que vos communications sont chiffrées. Mais attention, hein, c'est pas parce que la présence du cadenas indique que la connexion est sécurisée qu'il garantit que le site web lui-même est sûr. Vous pouvez être sur le site d'un pirate, il aura installé un certificat TLS, d'accord? Et ça voudra juste dire que la communication entre votre ordinateur et celui du pirate est chiffrée. Mais vous inquiétez pas, hein, ça n'empêche pas d'avoir un but malveillant et de vous pirater. Donc ne soyez pas naïfs, hein. Le TLS et un VPN, c'est vraiment les bases, hein. Donc, si vous êtes sur un site qui n'a pas le cadenas, vous le savez, n'entrez jamais vos informations d'identification, d'informations sensibles, puisque on pourra sniffer les paquets réseau et voler vos mots de passe. D'accord? Et quand vous voyez le message Potential Security Issue, hein, vous avez une croix, vous avez un triangle avec un point d'exclamation, il vous dit que le certificat n'est pas à jour sur le site web, ça peut être pas grave, hein, c'est juste l'administrateur qui a oublié de mettre à jour son certificat, mais dans 99% des chances, ça sera grave. Ok? Ça veut dire qu'on essaye d'abuser de ce qu'on appelle l'HSTS, hein, c'est l'HTTP Strict Transport Security, et ça permet de s'assurer de la confidentialité, hein, et de la non-répudiation sur Internet. C'est-à-dire que toi, avec ton navigateur, que ça soit sur ta tablette, ton téléphone, ton ordinateur, tu communiques bien avec le site qui prétend être, ok? Parce que si demain Amazon, ça devient Toto le hacker, euh, hein, Google devient Titi le hacker,
et Facebook devient Tata, le hacker, hein, eh ben, tu comprends bien que ça va devenir le bordel. Les gens vont commencer à se faire pirater. C'est pour ça qu'on a des CA, des root CA, c'est des certificats racines qui permettent, hein, de savoir qu'on communique bien avec le bon serveur. Donc c'est vraiment important, hein, c'est pas qu'un cadenas, c'est beaucoup de choses, de technologies sous-jacentes qui permettent votre sécurité. Donc attention sur les sites qui n'en ont pas, d'accord? Puisqu'on pourra venir intercepter les communications. Maintenant, on va parler de la règle d'or 3-2-1 au niveau des backups, des sauvegardes, hein. Les sauvegardes sont sans doute la mesure défensive la plus importante que vous puissiez prendre pour protéger vos données. Quoi qu'il arrive, si vous avez pris les mesures appropriées pour sauvegarder vos données, vous serez toujours en mesure de récupérer presque peu importe les dégâts, la gravité des dommages. Donc, à moins qu'il y ait le feu dans votre maison, hein, mais voilà, c'est ce qu'on fait. Il s'agit de données critiques pour l'entreprise au travail ou des photos de la maison. Les sauvegardes sont une simple mesure d'assurance qui se paie plusieurs fois, hein. S'il paie, le pire se produit. Donc, ça vaut le coup d'investir dans un NAS à la maison, un Network Area Storage, même si ça coûte un peu cher. Et tu le déconnectes du réseau et tu fermes les ports, ok, pour qu'il soit pas en écoute sur Internet. Sinon, ton NAS, on va pouvoir l'attaquer. Lis bien la notice, demande des questions à un pote, ok? Mais voilà, en entreprise, on a des rotations au niveau de nos backups, de nos sauvegardes. On fait tous les jours un ou deux incrémentales, hein, sauvegarde incrémentielle. On fait des fulls généralement le week-end. Tout va dépendre encore une fois du secteur d'activité de l'entreprise, de la taille dans l'entreprise. Et après, on sauvegarde à plusieurs endroits, hein, dans plusieurs SAN ou NAS. Et ensuite, on sauvegarde sur des LTO, c'est des bandes magnétiques, hein. Et puis, on va mettre ça dans des espèce de petite valise, hein, qui supporte les chocs et le feu, et on va envoyer ça stocké dans un centre de données à l'abri, hein. Comme ça, s'il y a une inondation, une troisième guerre mondiale, une explosion de vos serveurs, une X horizon, eh ben, vous pourrez toujours récupérer. Et on va voir comment ça se passe. Donc il y a deux types de stockage, hein. On peut le faire en local, on peut le faire en déporté, hein, sur le cloud. Google Drive, Apple offre aussi ces solutions, quasiment tout le monde, vous voir, et vous avez très certainement un petit espace sur le cloud pour vos données. N'oubliez pas, par contre, que si vous mettez vos données sur le cloud, elles ne vous appartiennent plus. Vous pouvez les récupérer quand vous voulez, vous donnez une copie, ok? Soit au GAFAM, soit à votre fournisseur d'accès Internet, soit au prestataire qui vous offre ce service, soit tout simplement, et c'est souvent le cas, aux agences de renseignement. On leur fait un petit coucou. Donc, règle 3-2-1-3-3. Pourquoi? Parce que tu dois conserver au moins 3 copies à jour de tes données. Ça inclut la copie originale, mais les autres copies qui doivent être conservées. Minimum 2. 2, parce qu'il faut que les sauvegardes soient stockées au moins sur 2 stockages différents, supports de stockage. Une sauvegarde sur le cloud et une autre sur une périphérique USB. Et ça peut inclure même un disque dur de ton PC. Par contre, n'oubliez pas que si tu fais une sauvegarde de ton propre disque dur sur ton disque dur, si le disque dur vient à tomber en panne, t'as bien compris, mon copain, que tu ne pourras pas récupérer l'archive, la sauvegarde. Donc, hein, si tu as deux disques durs, un C, un D, eh ben, tu vas faire une copie du D sur le C ou une copie du C sur le D, vice-versa. D'accord? Et ensuite, une, 3, 2, un, une ou plusieurs sauvegardes doivent être stockées hors site, c'est-à-dire Google Drive, sur le cloud, ce que tu veux, ou ailleurs. Ailleurs, tu vas aller stocker, tu vas donner un disque dur à un de tes potes et tu lui dis garde-moi ça au chaud, s'il te plaît. Comme ça, si ta maison elle brûle, eh ben, il y a peu de chances que ta maison et la sienne brûlent en même temps. Il y a peu de chances que sa maison et la tienne aient une inondation, je vais y arriver, une inondation en même temps. D'accord? Je vous donne des exemples à la con, mais c'est pour que vous compreniez. Donc les sauvegardes, elles doivent être sûres si les trois conditions de la règle 3, 2, 1 ont été remplies. Après, la fréquence à laquelle vous effectuez vos sauvegardes est également importante. Ça sert à rien de garder vos sauvegardes stockées en toute sécurité si elles ont plus d'un an. Le but de la sauvegarde, c'est plus tu sauvegardes, plus tu vas pouvoir récupérer tes données à un jour, à une semaine, à un mois, à un an. Franchement, tu vas avoir le seum. Franchement, ça sert à rien, quoi. Tu auras perdu un an de boulot. Je sais pas sur quoi tu travaillais.
ok? Tout va dépendre de ce que tu fais, de ton cœur d'activité, ok? Et de résilience, ton mode de résilience. Qu'est-ce que tu veux s'il y a un impondérable, c'est quoi? C'est ton entreprise qui risque de couler ou c'est toi à la maison, Bibi, t'as perdu tes torrents, à la limite, on s'en balèque. Donc voilà, à toi de voir la fréquence à laquelle vous sauvegardez vos données. Si tu veux sauvegarder les photos de Tanjanine tous les jours, toutes les semaines, à toi de voir. Mais pensez, vous pouvez, via Windows, via tous les systèmes d'exploitation, faire des tâches planifiées, sauvegarder vos données où vous voulez, et pensez à le faire régulièrement. C'est comme défragmenter son disque dur, c'est comme mettre à jour son système d'exploitation, ses applications et son antivirus. C'est aussi simple que ça. Ok? Vous devez y penser constamment. Parce que le jour où vous avez une compromission, on vous a attaqué, on vous a chiffré vos données et vous avez plus d'espace disque, vous avez plus de sauvegarde, ou la sauvegarde elle est trop ancienne, eh ben vous allez avoir le SAM, hein, comme on dit aujourd'hui. Donc, entreprise de plusieurs milliards va pas gérer ses données sensibles et risque, bah, euh, court un risque plus élevé d'attaque de ransomware, alors que vous, petit particulier, hein, vous allez pouvoir faire une sauvegarde tous les mois, à la limite. Une grosse entreprise, elle veut des sauvegardes complètes 2 à 3 fois par jour. Ok? Des full backup ou des incrémentales, hein, tout va dépendre. Sauvegarde incrémentielle. Donc en comparaison, encore une fois, hein, c'est ce qu'on appelle le, le, le- le modèle de risque et de menace. Encore une fois, vous l'avez compris, toi particulier, tu n'as pas les mêmes besoins qu'une grosse entreprise. Donc retenez ça, quel est le nombre minimum de sauvegarde à jour que vous devez effectuer? 3 si tu veux faire les choses bien. Et parmi ces 3 sauvegardes, au moins une doit être stockée à un autre endroit. Enfin, on va terminer, on va parler des mises à jour logicielles. Hein, on ne pense pas à le faire, mais c'est essentiel dans le cycle de vie de développement logiciel. Ça permet aux développeurs, les mises à jour, de développer, d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, de corriger des bugs et simplement modifier certains aspects du produit. Lorsqu'on a des vulnérabilités qui sont découvertes dans les logiciels, les développeurs, ils vont publier généralement des mises à jour qu'on appelle correctifs et qui contiennent justement un correctif pour la vulnérabilité ou qui vont corriger un problème de sécurité ou ajouter un peu de performance. Tu as tout intérêt à quoi? Eh ben, à mettre à jour. D'accord? Il est impératif que vous mettiez les logiciels à jour, en particulier hein, pour les systèmes d'exploitation Windows ou macOS où les vulnérabilités peuvent être particulièrement dangereuses. On parlera un peu d'Eternal Blue. Je vous mettrai des liens. D'accord? Donc, euh, malheureusement, tous les logiciels finissent par perdre le support de leur mainteneur, hein. On a le EOL, End of Life, comme on l'appelle, et ça devient obsolète, hein. Windows 7, il est très bien, tu l'adores, c'est ton meilleur système d'exploitation, il n'y a plus de correctif de sécurité. On va te poutrer, copain. D'accord? Donc, mets à jour, hein, et puis paye. Et puis, des fois, il vaut mieux payer un antivirus, un système d'exploitation, que tourner avec une version pirate où bah, tu auras une backdoor, hein. Ah ouais, t'as pas payé, mais t'as backdooré ton système et c'est toi qui l'as fait comme un grand. À toi de réfléchir. Les risques, les conséquences, qu'est-ce que tu veux, hein. Donc l'appareil doit être séparé autant que possible hein, pour empêcher l'exploitation des vulnérabilités qui seront inévitablement trouvées et laissées non corrigées. Donc typiquement un matériel désuet, un routeur, une vieille tablette, un vieux téléphone, un vieux Windows, dans l'exemple, eh ben, à la limite, tu devrais même pas le connecter à Internet. Tu peux t'en servir à la maison, mais le connecte pas à Internet. Il va se faire poutrer. D'accord? Mise à jour antivirus. La plupart des antivirus reçoivent des mises à jour très fréquentes. Ils fonctionnent en grande partie à l'aide de la base de données locale de signatures d'exploits connues qui doivent être tenues à jour. Alors, heureusement, ça se fait automatiquement, mais rien ne t'empêche, toi, de faire cliquer sur mise à jour au moins une fois par jour si tu es constamment sur ton ordinateur ou à penser à le faire une fois par semaine hein, pour t'assurer que les tâches planifiées sont bien effectuées, hein, parce que des fois, on peut avoir des soucis avec l'antivirus et il se met pas forcément à jour, hein, ou s'il le fait, il le fait quand il veut, et des fois c'est tous les mois ou toutes les 3 semaines, ça suffit pas, hein. L'antivirus doit se mettre à jour tous les jours, toutes les heures, toutes les 4 8 heures, si vous avez un bon antivirus, vous avez une mise à jour, ok? Puisque on fait que ça, on fait du threat intel, on découvre de nouveaux virus, on crée des signatures, ces signatures tu les télécharges, et c'est ce qui permet de les détecter, d'accord? Donc, le logiciel antivirus n'est pas
si le logiciel antivirus n'est pas autorisé à se mettre à jour, en un, il sera capable d'arrêter certains logiciels malveillants par d'autres méthodes, mais c'est quand même cette base de données de signature locale qui est importante, hein, puisqu'elle deviendra rapidement obsolète. Donc, vous devez constamment mettre à jour vos antivirus. Voilà, j'en ai fini là, hein, il fallait sensibiliser. Alors naturellement, vous allez me dire: «Moi, j'ai rien appris». Bah, c'est que vous êtes bon en informatique. Encore une fois, sur ma chaîne, c'est pas une chaîne dédiée aux hackers, hein, c'est dédié à tout le monde. Donc voilà, des fois, il faut parler de choses triviales et peut-être que tante Janine qui me regarde, bah, elle sera contente, elle aura appris des choses, elle. Voilà. Moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.